Tropicale ce matin pour une session Meet the Editors, dont le principe est évidemment de présenter des revues partenaires ou éditées par l'IMS, de vous faire connaître leurs rédacteurs et rédactrices en chef, de poser toutes les questions que vous avez toujours voulu leur poser et voilà, d'en savoir un petit peu plus sur le processus de publication dans ces revues. Alors, je m'appelle Héloïse Berkowitz, je suis chargée de recherche au CNRS et depuis 2020 co-rédactrice en chef de management aux côtés d'Hélène Delacour, également présente dans cette session. Elle est professeure à l'Université de Lorraine. Nous avons donc parmi nous ce matin Management, la revue officielle éditée par l'IMS en open access. Et nous avons également la chance d'avoir avec nous deux revues partenaires de l'IMS, FCS, Finance, Contrôle, Stratégie, représentée par Albert David, son ancien rédacteur en chef, professeur à l'Université Paris-Dauphine, et Innovation, revue d'économie et de management de l'innovation, représentée par Thierry Burger, son co-rédacteur en chef, professeur à l'Université de Strasbourg. Alors Thierry, tu nous as vendu du rêve hier sur Twitter. J'ai vu passer ton message avec une image The coolest editor you'll ever see. Est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus? Absolument, absolument. Alors, je vais vous lancer un petit PowerPoint pour vous présenter non pas une, mais en réalité deux revues, puisque je représente à la fois la revue Innovation et le Journal of Innovation Economics and Management. Ce sont bien deux revues, et comme leur titre l'indique, ce sont des revues qui ne sont pas généralistes, mais plutôt avec une spécialisation qui est l'innovation, d'où le titre. Juste quelques points d'information avant d'aller dans le détail de chacune de ces revues. Ce sont des revues qui sont partenaires à l'IMS, et j'y reviendrai dans quelques instants, mais ce sont également des revues qui sont portées par un réseau qui s'appelle le RRI, un réseau de recherche sur l'innovation, qui contient à peu près 100-150 membres, qui sont des revues qui sont éditées par Debuck et qui sont très largement diffusées en ligne, notamment par Kern, que vous connaissez tous très bien. Je ne suis pas simplement rédacteur en chef, nous sommes co-rédacteurs, puisque nous sommes deux rédacteurs en chef pour chacune de ces revues. L'autre rédacteur est Blandine Laperche. Comme vous l'aurez deviné, Blandine est professeure de sciences économiques, donc c'est plutôt elle qui s'occupe des soumissions en économie. Et comme je suis professeur de sciences de gestion, je m'occupe principalement des soumissions en gestion. Jusque-là, tout me semble logique. Alors, rentrons un peu dans le détail de ces revues. Quelles sont leurs spécialités, leurs spécificités, et en particulier, quel type d'articles peut-on trouver au sein de ces revues. Alors, vous aurez compris que Innovation est une revue qui est publiée exclusivement en langue française, tandis que le Journal of Innovation Economics and Management est une revue en anglais. Vous trouvez à l'intérieur donc à chaque fois des articles originaux, c'est-à-dire que vous n'avez pas une traduction d'un article en anglais et vice-versa, mais il peut y avoir des thématiques qui se rejoignent. En effet, il y a trois numéros par an d'innovation et 3 numéros par an du Journal of Innovation, Economics and Management. Et quelquefois, il y a des numéros thématiques qui sont communs à la fois en français et en anglais. Alors, innovation, ça vous donne déjà une thématique globale qui est de se dire que la revue publie essentiellement des articles de recherche académique qui touchent à l'économie et au management d'innovation. Par innovation, nous l'entendons ici en sens très large. Ça peut être l'innovation de produits, de services, des innovations organisationnelles, des innovations managériales. Cela peut être pris du point de vue de l'entreprise, mais également du point de vue d'une institution, d'une entreprise, d'une organisation de l'économie sociale et solidaire. À partir du moment où, dans votre article, vous êtes capable de justifier d'une innovation, ces deux revues sont de potentiels endroits où vous pouvez publier. Notez également que les innovations de type technique, méthodologique, sont également prises en compte si elles portent sur le changement organisationnel, par exemple. Alors, je continue un tout petit peu, c'est un point qui nous intéresse tous. Est-ce que ces revues sont classées? Est-ce qu'il y a une raison pour moi, hormis la thématique, pour y publier? Alors, même si les classements sont très discutés et discutables, c'est quelque chose qui est malheureusement nécessaire, en particulier au début de carrière. Et donc oui, les revues sont toutes les deux classées. Elles sont classées FNEJ 3, CNRS 4 ou HCRS P. Et on les retrouve également dans un autre ensemble de classements à l'international. Donc oui, ce sont des revues classées. Et puisque nous en sommes là, parlons également du partenariat que nous avons avec l'IMS. Alors, le partenariat avec l'IMS est de la manière suivante, c'est que
de temps à autre, il peut y avoir un numéro qui porte un label particulier lié à l'AIMS et en particulier au GT Innovation de l'AIMS. Alors actuellement, il y a 3 numéros qui existent sous ce label. Le premier qui est paru, qui correspond à une conférence de l'AIMS d'il y a 2 ans, que vous voyez sur cet écran, qui est donc un numéro sur le management d'innovation dans l'innovation ouverte. Il y a actuellement un numéro qui est en cours de production, qui correspond au GT-IMS de l'an dernier, sur le management de la créativité. Et il va y avoir un nouveau numéro qui correspond à un STAIMS de cette année sur l'innovation ouverte, mais particulièrement dans les PME. Je vous en redirai quelques mots. Alors pour les chercheurs plus seniors qui souhaiteraient nous soumettre un numéro spécial lié à l'AIMS, gardez à l'esprit qu'il faut le faire grossièrement 1 an avant que le call soit diffusé et qu'il faut un double alignement à la fois de la revue et de l'AIMS. Je vais vous donner quelques chiffres également pour savoir comment nous fonctionnons. Alors, ces 2 revues ont chacune un comité de rédaction qui est composé de 36 membres, à égalité en sciences de gestion et en sciences économiques. Comme vous pouvez le constater, depuis l'origine, ce sont des revues très féminisées, puisqu'il y a 20 femmes actuellement dans le comité de rédaction, pour seulement 16 hommes. Et nous avons un comité scientifique qui est composé de 55 membres, pour l'essentiel des enseignants-chercheurs internationaux. Je vais vous parler également de quelques statistiques. Donc, nous avons pour chacune des revues 3 numéros en français par an, donc 3 en français, 3 en anglais, ce qui fait qu'on publie grosso modo 50 articles par an. Nous avons un taux d'acceptation sur 3 ans qui correspond à 18%. Et grossièrement, nous avons un test reject d'une vingtaine de pourcents. Je reviendrai là-dessus dans quelques minutes. Alors, vous allez me dire, si je soumets, est-ce que j'ai une réponse rapide ou pas? Comment se passe le processus? Alors, le processus se passe d'une manière classique. Vous soumettez, les rédacteurs lisent votre article et décident oui ou non de l'envoyer à 2 évaluateurs. Les évaluations sont toujours anonymes, double anonyme. Les évaluateurs ne savent pas qui vous êtes et vous ne savez pas qui sont vos évaluateurs. C'est pour cela d'ailleurs que nous faisons très attention avant d'envoyer les articles à des évaluateurs qui ne se trouvent pas ailleurs sur le net. On n'arrive pas à vous traquer trop facilement. En moyenne, à partir de la première soumission, il faut attendre 40 jours pour avoir le retour des évaluateurs. Ça, c'est une moyenne sur 3 années. Et si votre article est accepté, pour les articles acceptés, en moyenne, sur 3 ans, il nous faut 179 jours entre la première soumission, les différentes navettes entre les évaluateurs et les auteurs pour obtenir le oui final pour la publication. Donc c'est un processus qui est relativement rapide par rapport à d'autres revues. On ne veut pas non plus l'accélérer plus que ça, puisqu'on est tributaire des évaluateurs, et puis on veut quand même leur laisser le temps de faire une bonne évaluation, et ça nous semble être un temps tout à fait acceptable. Alors les soumissions se font toutes en ligne. Je précise d'ailleurs que les revues sont disponibles en format électronique et que pour Journal of Innovation Economics and Management, l'ensemble des publications sont en open access gratuite. Vous pouvez tous télécharger l'ensemble des numéros pour Journal of Innovation Economics and Management. Pour la partie en français, innovation, il y a un léger temps d'attente avant d'avoir accès gratuitement aux différents articles. Et enfin, je vous le disais, nous fonctionnons donc essentiellement pour des numéros en soumission libre, quelle que soit la thématique. Et nous avons également des numéros spéciaux, dont vous avez ici les prochains numéros spéciaux. Donc, le prochain numéro spécial en français sera Innovation ouverte et PME, qui est donc un numéro joint avec l'AIMS, dont la date limite est le 30 novembre 2020, et vous trouverez en ligne le pôle. Nous avons également un numéro spécial à venir sur Innover pour une finance responsable et durable. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent soumettre en langue anglaise, nous avons 2 futurs numéros en anglais, un sur la bioéconomie et l'un sur l'innovation circulaire. Voilà, c'est l'essentiel des chiffres par rapport à ces revues, mais évidemment, je me tiendrai à votre disposition pour répondre à toutes vos questions dans les minutes à venir ou après la présentation de l'ensemble de mes collègues. Merci beaucoup Thierry, passionnant. 2 revues donc, l'une en français, l'autre en anglais, et en plus avec une place importante accordée aux femmes dans le comité. C'est une excellente nouvelle. Passons à FCS avec Albert. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci de me donner l'occasion de partager ce moment avec vous. Comme ça a été dit par Héloïse, je ne suis plus rédacteur en chef de la revue depuis la fin de l'année dernière, mais
Comme mes collègues n'ont pas pu se rendre disponibles, j'ai accepté de servir encore un peu durant nous. Alors, quelques éléments synthétiques sur cette revue. Finance, Contrôle, Stratégie est une revue qui a été créée en 1998, la même année que Management, je crois, je pense sous contrôle des collègues. Et ça a été créé par Gérard Charot et Michel Gervais, qui sont respectivement professeurs de finance et de contrôle de gestion. Mais le S a été ajouté dès le départ, et FCS a une ligne éditoriale qui n'a pas varié depuis 1998, signe qu'elle est robuste et qu'elle reste pertinente. C'est que FCS publie des articles en finance, contrôle, stratégie, qui est une dimension organisationnelle ou managériale. Et cette ligne éditoriale-là, elle fonctionne toujours. C'est un très bon moyen de séparer entre les articles qui sont pour la revue et les articles qui n'y sont pas. Typiquement, si vous soumettez un article de finance de marché où on ne parle pas du tout de management et d'organisation, on vous oriente vers une revue de finance qui accepte ces articles-là. De la même façon, si vous proposiez un article en contrôle qui soit purement analytique sur des techniques de contrôle de gestion, sans du tout faire allusion à leur applicabilité ou aux hypothèses implicites qui sont derrière en termes de management ou d'organisation, on ne prend pas non plus. Alors de la stratégie, il n'y aurait pas de management et d'organisation, c'est plus compliqué. Donc le S de FCS est plus facile en quelque sorte, vu comme ça. C'est une revue qui publie en français, mais depuis quelques années, on publie aussi en anglais, si les auteurs le souhaitent. Et on peut aussi faire des révisions d'articles soumis en anglais. Simplement, si l'article est accepté, on demande aux auteurs de fournir aussi une version en français. En termes de fonctionnement, comme la plupart des revues, vous soumettez votre article, le rédacteur en chef regarde cet article, discute avec ses collègues de la rédaction en chef pour savoir si l'article continue le process ou si on fait, comme on dit, du desk reject. Le desk reject, on n'en fait pas énormément à FCS, c'est à peu près 10% qui se partagent entre des papiers qui ne sont pas dans la ligne éditoriale et puis des papiers qui n'ont visiblement pas le niveau ou le format académique. Et là, on dit aux auteurs, écoutez, lisez d'autres articles de cette revue et d'autres, et puis resoumettez quand vous aurez mieux compris ce que c'est qu'un article pour une revue académique. Et puis ensuite, quand l'article rentre dans le processus, c'est ce que Thierry a expliqué, et toutes les revues académiques sérieuses font ça, on choisit des évaluateurs anonymes, et puis ces évaluateurs font le plus vite possible, ou le moins lentement possible, le travail d'évaluation. Quelques chiffres, puisque je suis dans cette rubrique-là. Il y a un nombre moyen de révision qui est de 2,5, c'est-à-dire en moyenne, on a un premier tour, puis un deuxième tour, et puis encore quelques petites modifications mineures. Forcément, quand on fait moins de desk reject et qu'on donne plus leur chance aux auteurs, même si le début n'est pas absolument formidable, ça fait un peu plus d'aller-retour. La durée moyenne de révision par les auteurs, le temps que mettent les auteurs en moyenne entre la première réponse et leur retour, c'est 120 jours. On a à peu près 20 mois en moyenne, il y a beaucoup de dispersion. Ces 20 mois en moyenne, ça peut être beaucoup moins, ça peut être malheureusement quelquefois plus. On a 20 mois entre le moment où vous soumettez le papier et le moment où il est publié, s'il est publié, ou en tout cas accepté pour publication. FCS est une revue relativement petite, bien que énormément de revues françaises et internationales soient sur cette taille-là, on reçoit à peu près 100 soumissions par an. Et on publie à peu près 20 papiers, donc ça vous donne en moyenne le taux de sélectivité de la revue. Et on travaille avec une base de 600 évaluateurs actifs qui donc sont sollicités à chaque fois pour les différents papiers soumis. Voilà, ça c'est un petit peu pour les caractéristiques de la revue. J'ajoute qu'on est classé rang 3 par les différentes instances de classement, FNEJ comme CNRS. On est considéré comme une très bonne revue de rang 3, on va dire. Peut-être qu'on discutera ou pas, suivant l'intérêt des personnes qui assistent à cette session, de se bagarrer pour monter d'un rang. Mais comme le disait mon collègue Thierry, c'est compliqué ces histoires de classement, même si c'est un jeu qu'on doit jouer. Alors FCS est ici aussi parce que nous avons un accord avec l'AIMS. Le S de FCS a intéressé depuis plusieurs années l'AIMS. Et on a conclu un accord qui prévoit que tous les ans, on choisit, en concertation avec l'AIMS, un thème pour un numéro thématique, donc FCS AIMS. Et ce thème est choisi conjointement par FCS et par l'association.
et c'est choisi parmi les choses qui ont l'air intéressantes à la conférence de l'année. Donc là, pour cette conférence 2020, on va regarder, on se concertera évidemment avec les collègues d'innovation, mais pour choisir un thème. Alors les premiers thèmes en 2016, 2017, 2018, ça a été business model, diplomatie stratégique. On a un numéro qui va sortir là sur l'innovation, qui a été décidé avant que la revue Innovation ne soit partenaire de l'IMS, mais l'innovation, c'est aussi dans stratégie. Et donc, ça fonctionne très bien. En fait, les collègues, ça fonctionne de la façon suivante. Ce n'est pas un numéro avec rédacteur invité auquel on délèguerait tout. Ce n'est pas un numéro que nous, on gère entièrement. C'est partagé. C'est-à-dire que les collègues qui sont responsables, par exemple, du groupe thématique ou de la STEMS IMS dans laquelle on prend le thème du numéro spécial, sont rédacteurs en chef associés sur le numéro. Voilà. Et donc, on partage avec eux l'ensemble des décisions, choix des évaluateurs, éventuellement des reject, mais en principe, on fait une présélection quand même. Les papiers qui ont été soumis déjà à une conférence, il y a un petit chiffre. Et puis ensuite, on gère tout ça ensemble de A à Z et on écrit ensemble une introduction, un éditorial, etc. Voilà en gros ce que je souhaitais vous dire rapidement avant qu'on ne passe aux questions. Vous avez compris à la fois la proximité entre FCS et l'IMS. Je dirais peut-être pas seulement par le S, parce qu'il y a des gens qui font des choses à l'interface entre contrôle et stratégie, ou entre contrôle, management, organisation, et même à la limite, pour les aspects finance, sur le côté gouvernance. Gérard Charot était vraiment, il est toujours une des références sur cet aspect de la finance qui traite de théorie de l'agence, de finance organisationnelle, de gouvernance, etc. Et FCS a publié à différents moments des articles qui font toujours référence, soit les articles de Charot lui-même, soit d'autres un peu plus tard. J'ajoute enfin que c'est finance, contrôle, stratégie, mais on peut publier des articles qui traitent d'épistémologie ou de méthodologie. Avec l'IMS, on a publié un numéro thématique sur la quantification du CALI, par exemple. Et donc c'est très très ouvert. Il y a une ligne éditoriale, mais ensuite c'est très ouvert et varié sur les sous-thématiques et puis sur les approches évidemment méthodologiques et épistémologiques. Voilà, merci pour votre attention et je me tiens aussi à votre disposition pour des questions ultérieures. Merci beaucoup, Albert. Alors, j'en profite pour faire une toute petite clarification demandée par Margot. C'est vrai qu'on a parlé de Death Reject sans nécessairement expliquer ce que c'était. Le Death Reject, c'est le fait de rejeter un article sans l'envoyer en évaluation par des évaluateurs anonymes externes. C'est-à-dire que la rédactrice en chef ou le rédacteur en chef ou le comité éditorial, si c'est une décision qui est prise collectivement, évalue les articles soumis avant de les envoyer à des évaluateurs. Et le Death Reject, c'est ce fait de rejeter un article avant de les envoyer en évaluation, c'est-à-dire lorsque les rédacteurs et rédactrices en chef prennent cette décision d'emblée. J'ai oublié un petit élément ou un gros élément, pardonnez-moi, c'est que FCS, comme innovation et comme management d'ailleurs, est accessible intégralement en mode ouvert sur une plateforme Open Edition. Et donc, c'est accès gratuit et immédiat worldwide à toutes les publications. Évidemment, on est présent aussi sur les principales bases de données d'articles. Merci. Merci Albert. Donc FCS, une revue avec une ligne éditoriale claire et en open access. On va passer à Hélène pour la présentation de management. Alors, je te remercie, Héloïse. Je vais également vous projeter un petit PowerPoint avec un partage d'écran en espérant que tout marche. J'essaye de partager. Ça marchait très bien tout à l'heure. Est-ce que ça fonctionne ou pas? On va dire que oui. Tout à fait. Oui, c'est bon, Hélène, pas de souci. Y aller ou pas. Donc, je me présente, Hélène Delacour. Je suis co-rédactrice en chef de management avec Héloïse Berkowitz que vous avez vu juste avant. Et donc, je vais vous parler un petit peu de la revue management qui a été créée. Effectivement, je ne savais pas, en même temps qu'FCS, que je savais pour management, je ne savais pas pour FCS. Mais toutes les deux existent depuis plus de 20 ans et ont été créées en 1998. Le positionnement de management est un tout petit peu différent parce que dès le début, alors que maintenant c'est vraiment dans l'air du temps,
Mais le choix fait par Bernard Forgue avait été de développer directement un journal en open access. Et donc, c'est une espèce de philosophie que l'on suit depuis le début et qui s'est marquée cette année par le changement de plateforme. Parce qu'avant, nous passions par Bipress et qui a été racheté par Elsevier. Et donc, on est un petit peu moins dans la philosophie Open Science et Open Access. Et pour revenir aux origines de cette revue suite à ce rachat, nous avons nous avons opéré un changement de plateforme et nous passons maintenant par OJS qui est dans cette philosophie d'Open Science qui est développée par l'initiative publique PKP. Nous continuons depuis pareil plus de 20 ans hein, en lien avec cette politique Open Access. Pas de frais de soumission, pas de frais de publication et un accès gratuit d'où que vous soyez à tous les numéros et ce depuis 20 ans parce que toute la base a été transférée vers le nouveau site. Bien évidemment, cela coûte, parce que si vous, ça ne vous coûte rien, mais ça coûte à la revue de pouvoir se développer ainsi. Et pour cela, nous remercierons jamais assez l'AIMS pour son soutien indéfectible. Et puis aussi vous, parce que aussi c'est grâce à vos participations et vos inscriptions à la conférence que vous permettez le financement, alors pas que de ça, voilà, l'AIMS, si vous l'expliqueront plus amplement, mais vous permettez aussi le financement de cette revue, de la plateforme, qui coûte voilà, de tous les frais qui sont liés à la publication de au fonctionnement de cette revue. Nous avons également aussi la chance de bénéficier du soutien financier du CNRS depuis maintenant 2 ou 3 ans et qui est aussi, au-delà de l'apport financier, un signe de reconnaissance de cette revue. En termes de positionnement, donc on a un nom qui est assez large, hein, qui est celui de management, et nous acceptons en fait tous les articles qui se trouvent dans le champ du management et de la théorie des stratégie, management, théorie des organisations. À l'inverse d'FCS, hein, dès que c'est un article en finance, eh ben, on le laisse à FCS et ça n'entre pas du tout dans notre champ. En revanche, les articles en innovation entrent dans notre champ, donc des fois on est parfois un petit peu en concurrence avec d'autres revues, mais c'est voilà, autant avoir le choix des supports. Et je vous laisse d'ailleurs voir parce que le nouveau numéro vient de paraître et vous pouvez voir, ne serait-ce qu'à travers les articles qui ont été acceptés, la diversité des champs théoriques mobilisés et aussi des approches méthodologiques. Parce que c'est vrai que management, par son format et puis par le positionnement qui a été adopté depuis le début, est très ouvert en termes méthodologiques, donc bien évidemment des méthodes quanti ou quali classiques, mais on va aussi vers de l'ethnographie, on va aussi sur du visuel, on va sur de la simulation. Donc on peut avoir vraiment des approches extrêmement variées et nous souhaitons et nous continuons à être très ouverts sur tout type de méthodologie. Sur le processus, on est comme une revue classique, hein, donc sur du double aveugle, c'est-à-dire qu'on envoie, il y a un premier tour qui est fait en concertation entre les deux co-éditrices et voir avec les éditeurs associés, quand c'est des fois des domaines de compétences, on a besoin d'une expertise extrêmement précise. On essaye, et vraiment, s'y tient, d'avoir des desks. Alors maintenant, vous savez ce que c'est qu'un desk, hein, c'est quand le papier n'est pas soumis en révision, des desks assez rapides sur à peu près une dizaine de jours. Et on insiste là-dessus, c'est pour ça qu'on a marqué le terme argumenté, de justifier la décision et d'essayer, et c'est un peu aussi la philosophie du journal, d'être constructif. C'est d'expliquer pourquoi on ne souhaite pas envoyer l'article en révision, mais aussi donner des pistes d'amélioration pour une soumission future. Et donc même, on essaye vraiment, même que ce soit dans les tours de révision ou dans les desks, d'être extrêmement constructif et pas juste critiquer, mais aussi apporter des solutions et des voies possibles d'amélioration. On tient également à limiter le temps entre les différents tours de révision. Donc les relecteurs ont 1 mois pour faire leur retour sur l'article. Donc en temps de Covid, parfois c'est un peu plus difficile, mais on essaye vraiment d'avoir des temps de révision qui soient courts pour que les auteurs puissent avoir leur retour assez rapidement et qu'on n'ait pas des articles qui s'éternisent dans le temps.
On essaye également d'avoir un nombre limité de tours de révision, c'est-à-dire que voilà, si à la fin du premier tour, on sent que le travail n'a pas été fait, pas suffisamment fait et que ou ça ne va pas dans la bonne direction, on préfère arrêter plutôt que de laisser le papier tourner sur des tours et des tours et des tours. Alors, si vous faites plusieurs tours, c'est que normalement, voilà, ça nécessite encore du travail, mais vous êtes dans la bonne direction. Mais si on estime que le potentiel est trop faible ou qu'il y a trop de risques, on préfère arrêter le processus de révision pour voilà, repermettre de retravailler, repositionner et resoumettre dans quelques temps l'article. D'autres raisons aussi qui peuvent vous conduire à choisir management, on a avec le changement de plateforme, on a aussi passé un partenariat avec Open Academia qui nous a permis d'avoir un nouveau site internet. Donc c'est pareil, il faut aussi se rappeler l'ancien pour apprécier le nouveau. Donc là, je vous ai mis juste un petit visuel de la nouvelle identité de management et du nouveau site qui est plus ergonomique et tout passe par la plateforme. Hein. Donc quand vous devez cliquer sur choisir management pour pouvoir soumettre vos articles à ce niveau-là, vous avez aussi toutes les barres avec les tweets, les sponsors, etc. Nous avons également revu la mise en page des articles. Donc là, vous pouvez voir c'est celui qui est paru aujourd'hui, hein, un des nouveaux articles avec une mise en page qu'on a essayé voilà, d'être un peu plus léché et puis un peu plus travaillé, voilà, toujours pour essayer de s'améliorer. Et puis aussi, alors là, je ne me vois pas, donc c'est un peu compliqué, mais on a multiplié en fait les formats de diffusion. D'accord, pour que ce soit disponible, pas uniquement en PDF, mais aussi en HTML, en d'autres formats possibles. Et puis, nous avons aussi travaillé sur la manière de citer les articles, parce que c'est extrêmement important d'avoir un DOI pour être identifié et puis pour pouvoir accès facilement aux différents articles que vous pouvez lire et également citer. Nous avons également revu un petit peu l'équipe éditoriale. Donc, bien évidemment, j'ai oublié de commencer par ça, mais un immense merci déjà à l'équipe éditoriale précédente et puis à Thomas Roulet et à Thomas Roulet-Thibaudot-Dijous pour tout le travail effectué. Et puis, pour cette équipe éditoriale, c'est un mix entre de l'ancienne équipe et puis des nouveaux et des nouvelles rédactrices en chef associées. Donc, on n'est pas comme pour innovation, on n'a pas plus de femmes que d'hommes, mais on a la parité parfaite. Donc, autant de rédacteurs que de rédactrices, et avec une dimension francophone, mais aussi internationale, avec des personnes qui sont en Angleterre, en Norvège, en Italie, non pas en Italie, aux Pays-Bas, à Londres aussi. Voilà. Une des nouveautés aussi, parce que je les vois les deux sur la photo, nous avons, il y a Victoria et Philippe Colombel qui s'occupent de tout ce qui est réseaux sociaux. Voilà, on a essayé de développer aussi notre présence sur les réseaux sociaux, notamment à travers Twitter et Facebook. Et pour ça, nous avons créé le poste de coordinateur de réseaux sociaux qui vous diffuse pas mal d'informations sur les publications de la revue, sur son activité, qui permettent de faire connaître encore plus largement les articles qui sont publiés. En termes de classement, parce que voilà, ça fait partie de l'exercice obligatoire, même si maintenant ça vient être un petit peu discuté, on a la chance d'être une revue qui est classée aussi bien en France qu'à l'étranger, qui est rang 2 CNRS et FNEJ et qui est aussi classée dans les classements australiens et anglais. Et ça, c'est l'œuvre en fait des anciens rédacteurs en chef et on les en remercie pour ça. Sur une autre raison qui conduirait à choisir management, c'est qu'on a une reconnaissance qui commence à être assez importante. Parce que depuis le début, par la philosophie Open Access, par aussi le contenu original que nous souhaitons mettre en valeur, on a une identité qui est reconnue, qui est forte et qui est décalée. Parce qu'on sait que voilà, si vous avez des fois
des recherches un petit peu décalées, mais toujours avec une contribution théorique intéressante, eh ben, c'est une revue qui appréciera ce genre de contribution. On est également présent aux différents milliers d'auditeurs, donc forcément à celui de l'IMS, mais aussi à celui d'EGOS, et on est en train de voir qu'on va être présent aussi à celui de RAM. Les chercheurs viennent de partout, donc de France et d'ailleurs, et alors contrairement à FCS, vous pouvez envoyer vos articles en français ou en anglais, mais à la fin, une fois que votre article est accepté, il devra automatiquement et forcément être traduit en anglais et aussi corrigé par un copy-éditeur parce qu'on est très peu à maîtriser autant cette langue. On encourage également les auteurs à diffuser sur d'autres supports leurs recherches pour, toujours pareil, améliorer la diffusion de cette revue. Donc on a pris l'exemple de The Conversation, mais ça peut être d'autres supports pour faire connaître les travaux et les disséminer plus largement en dehors du monde académique. J'ai oublié de préciser également qu'on est sur un format de 4 numéros par an, globalement. On va peut-être monter à 5, mais pour le moment, on est à 4 numéros. Des recherches traditionnelles, ce qu'on appelle, et puis la rubrique Unplug qui fait partie aussi de l'identité forte et décalée que peut avoir Management. Et dans ces 4 numéros par an, on a généralement un spécial issu. Donc cette année, il y en a un sur l'observation. L'année prochaine, il y en aura un sur les méta-organisations. Et pour soumettre les spécial issus, c'est la même politique pour innovation. C'est-à-dire que les personnes envoient un mail aux deux co-rédactrices en chef avec déjà la composition de l'équipe. On souhaite que l'équipe soit internationale avec des seniors et des juniors et avec un draft de call for paper pour essayer de comprendre voilà pourquoi cette problématique, en quoi elle est intéressante, quels sont le type de contributions qui sont attendues et ce genre de choses. Peut-être que nous aurons plus l'occasion d'en discuter lors de l'échange, parce que je pense que je suis un peu longue. Et puis pour finir, voilà, les deux réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, donc avec le hashtag management-du-bas IMS ou sur Facebook. Donc n'hésitez pas à vous suivre. Nous, on essaie de vous suivre également ou à commenter et à faire connaître vos publications via ces réseaux. Je vous remercie. Merci beaucoup Hélène. Thierry, peut-être qu'on remet ta vidéo également pour avoir une discussion. Merci, avoir une discussion collective. Alors on a déjà eu de nombreuses questions et comme tu as fini là-dessus Hélène sur les numéros spéciaux, c'est une question qui était notamment posée par Christina sur les conditions et les processus pour proposer un numéro spécial à toutes les revues. Je préciserai peut-être que nous, on limite quand même très fortement la place des numéros spéciaux dans la revue. Et donc, c'est quand même assez difficile de placer des numéros spéciaux. Je ne sais pas si Thierry et Albert voulaient ajouter des choses sur cette question de processus des numéros spéciaux. Oui, nous avons en fait une politique qui est la moitié des numéros sont des numéros spéciaux. Par contre, les numéros spéciaux, pour qu'ils soient acceptés, sont en général liés à une conférence, pour avoir un minimum de soumission, mais ne sont jamais réservés entièrement à cette conférence. C'est-à-dire que même des numéros spéciaux liés à l'IMS ou à d'autres conférences peuvent accueillir des autres soumissions externes. Alors, de la même manière que ce que vient de dire Hélène, il faut qu'il y ait en général 3 éditeurs, ce numéro spécial, et on demande qu'ils soient géographiquement dispersés, donc ils ne viennent pas de la même université. Éventuellement, si c'est pour un numéro dans la revue en anglais, il faut qu'il y ait une partie qui soit également à l'international. Il faut qu'il y ait déjà un call qui soit bien rédigé et que dans ce call, on comprenne pourquoi ce numéro spécial devrait s'insérer particulièrement de l'innovation plutôt que dans une autre revue. Donc, en gros, il faut que ça parle d'innovation à un moment ou à un autre. Et ensuite, le processus, c'est que ce call va tourner au niveau de l'ensemble du comité éditorial. On va le faire tourner, ils vont donner notre avis, puis on va voter dessus, oui ou non. Alors, ce processus prend un tout petit peu de temps, et en général, on aime bien faire les choses en amont. Donc, il faut compter au minimum une année entre le moment où vous dites « Tiens, j'aimerais que mon call paraisse à une certaine date », il faut nous contacter un an à l'avance. Et actuellement, en fait, nous sommes en termes de numéro spécial complet jusqu'à début 2022.
En complément de ce que dit Thierry, on est à peu près sur les mêmes idées. On limite nous aussi le nombre de numéros thématiques. C'est un gros tiers, on va dire, parce que ça fonctionne quand même bien hein, quand c'est bien géré et bien amené. Ce qu'on veut éviter, évidemment, c'est des gens qui chercheraient un débouché plus facile que d'habitude, pour le dire comme ça. Et dans le passé, il y a pu avoir, dans certaines revues, des choses un petit peu légères. Et donc, on a fait très, très attention. FCS, au départ, avait l'idée qu'il n'y avait pas de numéro thématique. C'était presque un dogme chez les fondateurs. Et du coup, nous, on a décidé, au bout d'un moment, de défixer, comme on dit en innovation, sur ces choses-là et d'introduire des numéros thématiques, mais, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec des rédacteurs en chef associés et non pas délégués. Et comme pour innovation, on privilégie les demandes de numéros thématiques qui seraient issues d'un événement qui par lui-même est déjà attirant et filtrant et sélectif, de sorte qu'on a un contrôle évidemment sur la qualité qui est mieux. Et puis on choisit ensemble évidemment les thèmes. Entre finance, contrôle et stratégie, ça fait quand même pas mal de conférences ou de groupes thématiques de bon niveau qui pourraient être candidats à ces numéros spéciaux. Comme pour innovation, on discute avec les collègues qui souhaiteraient proposer ce numéro thématique. On leur demande de rédiger un projet de call, on le valide ensemble, on l'envoie et tout ça est planifié par rapport aux autres numéros thématiques. On pourrait penser que ça va plus vite. Je ne sais pas quelle est l'expérience d'innovation là-dessus, mais en tout cas pour nous, on pensait au début, quand les premiers numéros sont sortis en partenariat avec l'IMS, que ça irait plus vite, puisque c'était déjà passé par une conférence. En fait, ce n'est pas évident. C'est-à-dire que les collègues qui ont été acceptés à une conférence se rendent compte que les critères de sélection pour une revue sont à la fois voisins de ceux de la conférence et plus sévères, c'est logique. Pour une conférence, on peut dire, bah, l'article, il n'est pas bien fini, mais la question est intéressante, parlons-en, débattons. Et du coup, évidemment, ce qui ressort de la conférence va aider les auteurs à améliorer leur article. Certains auteurs ont tendance à oublier ça et à dire j'ai été accepté à la conférence, donc je soumets mon article tel quel. En général, ça ne se passe pas très bien si les évaluations déjà de la conférence n'étaient pas extraordinaires. Bref, donc il y a tout un processus assez rigoureux, mais c'est assez dynamisant pour une revue de combiner des numéros qui sortent de façon spontanée en fonction des varias, comme on dit, en fonction des articles qui sont soumis au fil de l'eau, en quelque sorte, et puis que quand on a suffisamment d'articles, voilà, on décide que, tiens, ils sont dans tel numéro. Et puis les numéros thématiques, nous, on les a sortis en plus. En fait, il y a 4 numéros par an, plus des numéros thématiques. Donc ça augmente quand même la fréquence à laquelle une revue produit ce qu'elle produit. Et ça permet aussi à un certain nombre de collègues de participer à de la rédaction en chef d'un numéro. Et ça, c'est bien aussi pour, en termes de communauté de pratique, j'allais dire, partager avec plus de collègues encore cette façon de faire à la fois de l'assurance qualité et de promouvoir du débat dans nos sociétés savantes. Merci. Oui, Thierry? Juste pour rebondir sur un point qu'Albert a souligné, il est faux de croire que soumettre un numéro spécial vous donne des meilleures chances d'être accepté. Bien au contraire, même, j'ai envie de dire que c'est souvent plus difficile pour la raison suivante, c'est qu'en fait, un numéro spécial, la thématique, c'est une thématique qui est en général très tendance. Et donc, le nombre de soumissions que nous avons pour certains numéros spéciaux est vraiment très élevé. Et donc, finalement, comme un numéro, c'est au maximum 7 à 8 articles, la pression est parfois beaucoup plus forte. Donc, l'idée qu'ont un certain nombre de personnes que soumettre un numéro spécial me donne plus de chances d'être accepté, elle est fausse. C'est ni mieux ni pire. Oui, je voulais rebondir là-dessus aussi pour donner l'exemple du numéro spécial en cours sur les méta-organisations. Effectivement, il y a eu une journée d'études, 2 conférences à EGOS et à ISAP, l'International Sociological Association. Et il y a eu quand même, malgré ça, donc toutes ces étapes en amont de préparation des papiers, un taux de death reject de plus de 50%. Donc, c'est tout à fait pareil pour management. Il y a une préparation en amont très forte et il y a quand même une sélectivité très importante, exactement comme tu le notais, Thierry, parce que voilà, ça appelle peut-être plus par sa visibilité, plus de soumissions et donc malheureusement plus de rejets également. On a une question pour Thierry, justement, de Caroline. Au-delà de la langue de publication, les 2 revues d'innovation ont-elles des lignes éditoriales différentes? Alors non, la ligne éditoriale est la même pour les 2 revues.
C'est juste la langue qui fait la grande différence. Parfait. Une question alors plus généraliste, adressée à toute l'équipe de Mathieu. Les revues ont-elles des politiques particulières en ce qui concerne la primeur des données? Donc, est-ce que le matériau analysé est forcément nouveau? Est-ce que il n'a pas pu être utilisé antérieurement, pardon? Et d'ailleurs, la question se pose pour la suite. Quelle est la politique de chaque revue là-dessus? Alors, Albert, oui. Oui, c'est une question très intéressante. Je vais essayer de donner deux, trois points. D'abord, dans l'histoire des publications en management ou en théorie des organisations, il y a des grands articles, hein, au sens d'articles qui ont été très lus et commentés, qui sont revenus sur d'anciennes données. Par exemple, vous trouvez dans les années 50 et plus récemment dans les années 90 ou 2000 des papiers qui reviennent sur les expériences Hawthorne à la Western Electric, qui reprennent les données historiques, y compris pour dire bah, vous êtes gentil, Maillot et les autres, mais on ne pouvait peut-être pas tout à fait dire ça, par exemple. De la même façon qu'aujourd'hui, avec le Covid-19, il y a de la bagarre sur la valeur des données et des gens qui reprennent les données pour vérifier qu'on pouvait vraiment dire ça. Donc ça adresse deux choses complémentaires. Ça adresse la rigueur avec laquelle les auteurs utilisent leurs données et concomitamment la rigueur avec laquelle les revues évaluent la pertinence et la véracité, entre guillemets, hein, la fiabilité en tout cas du travail. Et puis, ça renvoie à autre chose qui est plus peut-être dans le fil de la question qui était posée. Moi, j'ai repris une perspective plus globale, mais là, pour la question posée, c'est deux choses. Un, c'est quand même pas facile de faire dire deux choses très différentes à la même base de données. D'accord? Parce que vous avez normalement collecté vos données avec une certaine intention scientifique, une certaine méthodologie. Alors bien sûr, on peut toujours imaginer qu'on essaie d'écrire trois articles à partir de la même collecte, mais enfin, jouez pas trop à ce jeu-là, on va dire, si je peux donner un conseil aux collègues et auteurs qui y soumettent. Et on a eu, dernier point, à trancher dans l'histoire d'FCS, des problèmes de ce genre, c'est-à-dire des auteurs qui soumettaient un papier à FCS à partir de données qui avaient servi à un article déjà publié dans une autre revue. Et on a eu des échanges quelquefois assez costauds, euh, les auteurs ayant quand même finalement du mal à justifier que l'article qu'ils soumettaient à FCS était suffisamment différent de celui qui avait été publié dans une autre revue. Donc on ne met pas la primeur des données comme une condition sine qua non, mais les conditions dans lesquelles des données peuvent être à nouveau utilisées pour écrire un article différent, c'est pas facile à remplir, sauf si le deuxième article est un approfondissement du premier, dirons-nous. C'est-à-dire que vous avez utilisé vos données, qu'elles soient quantiques, Ali, visuelles, ethno et tout ce que vous voulez. Imaginons par exemple que de nouveaux logiciels soient apparus pour faire de l'analyse de données visuelles, hein, comme c'était dit par Eva Boxenbaum à la conférence d'introduction hier. On n'a pas forcément énormément d'outils. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'utiliser NVivo pour taguer des photos. Enfin, entre nous, c'est un peu l'enfer. Voilà, donc il y a peut-être des progrès à faire et du coup, vous avez peut-être de nouveaux moyens pour analyser vos données que vous n'aviez pas. Et à ce moment-là, ça vous rend légitime à faire un article d'approfondissement ou de retour sur quelque chose. Voilà quelques points en première réaction sur cette intéressante question. Hélène, tu veux prendre la parole? Oui, pour compléter un petit peu ce qu'a dit Albert David, effectivement, hein, pour éviter tout problème d'autoplagiat, parce que vous entrez dans ce cadre-là quand vous utilisez parfois les mêmes données, c'est toujours une question qui est délicate. Et ce qu'il est possible de faire, mais entre guillemets, c'est la même collecte de données, les mêmes données exactement, c'est extrêmement compliqué. En revanche, ce que vous pouvez avoir, c'est des données complémentaires, des données additionnelles, c'est ajouter d'autres données, mais si vous êtes exactement sur la même base, les mêmes verbatims, etc., c'est pas possible. En revanche, si vous avez un très gros matériau empirique et que vous découpez ce matériau empirique avec différentes données pour différents articles, dans ces cas-là, on ne vous le reprochera pas. Mais voilà, il y a quand même un exercice de veille. On va très vite vous identifier, etc. Et si c'est les mêmes données, voilà, vous n'allez pas pouvoir dire deux propos différents, vous n'allez pas pouvoir faire deux apports ou deux contributions qui sont fortes. Donc c'est à vous d'anticiper en gros quelles données j'ai besoin pour quel article et comment je peux à la base découper
ce matériau empirique pour faire plusieurs articles. Et sur la question des données visuelles, c'est quelque chose qui est voilà, extrêmement dans l'air du temps. Et toujours pareil, si c'est honnête, si c'est transparent, comme l'a expliqué Eva Boxenbaum hier, voilà, si on peut comprendre quelle est votre démarche et comment vous avez fait, c'est tout à fait des méthodes qui sont appréciées dans le management. Mais on revient toujours sur la rigueur de votre protocole et sur la transparence avec laquelle vous nous expliquez la manière dont vous avez procédé. Thierry? Alors, juste un léger complément, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Et en particulier, si vous réutilisez d'anciennes données, nous serons particulièrement vigilants à l'explication que vous allez nous fournir sur comment vous avez acquis ces données. Est-ce que c'est vous qui avez fait la collecte d'une base très large, donc vous la réutilisez mais sous un autre angle, ce qu'on peut comprendre. Mais par contre, si les données ont été collectées par quelqu'un d'autre et qu'elles ne sont pas publiquement accessibles, il faut nous expliquer comment vous avez fait pour obtenir ces données. Et ça, quelquefois, il y a des auteurs qui l'oublient. Tout comme il est de plus en plus, on nous arrive de plus en plus de lire dans les articles, oui, nous avons fait des interviews, on a fait une retranscription de ces interviews, et l'éditeur vous demandera peut-être, mais pas toutes, mais donnez-nous quelques pages de cette retranscription. C'est trop long pour être mis en ligne, mais les évaluateurs peuvent avoir envie de voir ça. Donc vos données, il faut justifier d'où elles viennent et pourquoi il est pertinent de les réutiliser ou de les utiliser. Par contre, le fait que ce soit des données de seconde main n'est pas un problème en soi. Comme a signalé Albert, il y a des très très bons articles qui réutilisent des données qui ont été collectées par d'autres personnes. C'est tout une question de justification. Après, nous ne l'avons pas encore, mais nous y réfléchissons fortement. C'est une manière de mettre en ligne les données liées aux articles qui sont publiés par les revues. Pour l'instant, il n'y a pas de moyen de le faire, mais je pense que dans les années à venir, beaucoup de revues vont passer à cette étape-là et mettre en ligne les données sources employées par les articles. Alors là-dessus, si je peux rebondir, il y a une tendance très forte au niveau européen et national français à de plus en plus mettre à disposition les données sources, non seulement dans le processus d'évaluation, mais aussi, ça, on va de plus en plus vers ça lors de la publication de l'article lui-même. Et il y a des vraies réflexions collectives, nationales et européennes sur est-ce que ça doit être fait au niveau des journaux eux-mêmes, des revues, ou est-ce qu'il doit y avoir des plateformes d'agrégation de ces données, et ce qui pose des questions aussi d'interopérabilité des formats, des formats et de réutilisation de toutes ces données qui seront mises à disposition, ouvertes, etc. C'est ce qu'on appelle les FAIR Principles. Certains d'entre vous ont anticipé la question d'Elvira par rapport à la présentation d'Eva Boxenbaum hier sur voilà, la publication d'articles qui utilisent de plus en plus des données très variées, notamment des données visuelles comme des images, des vidéos, ce qui pose une vraie question pour les journaux, pour les articles au format papier, mais pose peut-être moins de questions pour les articles au format électronique. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Albert? Oui, rapidement, c'est des choses que les revues entièrement en ligne peuvent faire techniquement. Rien n'empêche, sauf incompatibilité sur la plateforme de publication, mais de publier une image, voire un morceau de vidéo. Après, il y a une question de lisibilité pour les gens qui vont consulter l'article, ou pour le dire autrement, qu'est-ce que c'est qu'un morceau de vidéo intéressant à regarder qui serait incrusté dans un article et non pas donné en annexe comme preuve au sens de la conversation précédente. Et l'autre chose, c'est que, mais là on rentre sur un terrain plus de discussion méthodologique, c'est que il y a une tendance de nos communautés, et on peut le comprendre, à appuyer la preuve de rigueur sur des formes de codage, sur un côté systématique. Mais si vous prenez un chercheur en histoire de l'art, par exemple, et que vous lui dites que pour interpréter le tableau, il est bien gentil avec son interprétation comme ça, mais il va falloir qu'il code un tas de trucs sur le tableau, il va vous regarder avec des sous-coups. Donc, ça pose une question intéressante qui est qu'est-ce que vous faites passer par l'image, qu'elle soit fixe ou animée, et comment vous partagez avec le lecteur ce que vous déduisez, vous, de cette image. Et là, on va retrouver en fait des catégories connues. Par exemple, dans les méthodologies d'études de cas, est-ce que votre cas, ici, votre bout de vidéo, par exemple, comme un verbatim, est-ce que c'est illustratif ou est-ce que ça cherche à démontrer quelque chose? Est-ce que c'est quelque chose qui est à l'appui d'une démonstration, mais en tant que preuve? Est-ce que c'est quelque chose d'inédit ou d'exemplaire?
Est-ce que vous montrez là quelque chose que personne n'a jamais vu? Vous voyez? Si vous êtes Taylor et que vous publiez en 1911 un papier sur vos méthodes de management scientifique et qu'à l'appui de ça, vous mettez un petit film de Gilles Brett sur les maçons en train de monter des murs de briques, quel va être le statut de cette vidéo? Est-ce que ça va être pour démontrer que la méthode est efficace? Est-ce que ça va être pour montrer comment on s'y prend pour que des maçons montent 300 briques à l'heure et pas 120? Et ce genre de choses. Voilà, je m'arrête là, mais c'est assez passionnant d'aller là-dedans et j'espère qu'au cours de la conférence, il y aura des échanges sur ces données-là. Alors, n'oubliez pas quand même que visuel est une chose, mais on pourrait parler de données auditives, de données olfactives et d'un tas de choses qui vont enrichir les travaux. Hein. Ceux qui sont un peu dans la fabrique de la stratégie ou dans l'étude des raisonnements de l'innovation ou ce genre de choses savent que des choses fines dans un endroit où les gens discutent sont intéressantes à capter. Et on pourrait très bien imaginer une recherche sur, je ne sais pas moi, l'effet de l'odeur d'une salle de réunion sur la créativité des gens qui y travaillent ou ce genre de choses. Nos collègues en marketing olfactif travaillent d'ailleurs beaucoup là-dessus. Thierry, Hélène, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur ce traitement des données visuelles, notamment les vidéos, tout ce qui échappe un petit peu aux standards. Thierry, pardon. Oui, alors je vais aller dans la même lignée que Albert. À savoir que pour l'instant, dans la publication en tant que telle, nous pouvons mettre du texte, des tableaux, des images, des photos, et ça s'arrête là. Si vous avez des vidéos ou des capsules sonores, ça ne pourra pas entrer en tant que tel dans la publication. Vous pourrez l'utiliser comme outil, dire nous avons analysé une vidéo, nous avons analysé ceci et cela, et ça ne fera pas partie intégralement de la publication. Par contre, les revues ont à côté un blog, des sites web, où là, nous pouvons mettre des données additionnelles, notamment vidéo, dans le cas dans un article qui serait plutôt un article secondaire de vulgarisation qui porte sur l'article accepté. Mais encore une fois, pour des raisons purement techniques, pour l'instant, nous, on ne peut pas rajouter des vidéos ou des capsules sonores intégralement dans la revue elle-même. Alors, juste pour conclure sur cette question, nous, techniquement, on peut, mais pour le moment, en fait, on n'a encore jamais eu. Alors, voilà, j'ai jamais entendu en fait de personnes qui nous envoyaient des capsules. Alors, je suis désolée, il y a les voisins qui font des travaux. Des capsules sonores, là je vous l'avais la capsule sonore, ou des vidéos. On n'a jamais eu de recherche comme ça, mais après techniquement ça peut être possible avec management, et on reste ouvert à ça, mais pour le moment nous n'avons pas reçu. Merci. Alors pour rester sur management, je reviens à une question de Margot qui demandait quel était le nombre, s'il y avait une limite et laquelle au nombre de retours, donc j'imagine au nombre de tours d'évaluation, ce qu'on pourra élargir d'ailleurs aux autres revues. Et du coup, c'est vrai combien de temps au maximum peut durer le processus d'évaluation et de publication. Je veux bien commencer sur cette question-là. Je répondrai autrement en fait en disant tout dépend du travail des auteurs. À partir du moment où les auteurs prennent en compte toutes les remarques des évaluateurs, alors à différents degrés, parce qu'après il faut hiérarchiser, et c'est aussi le rôle de l'éditeur de les accompagner dans cette hiérarchie, ça peut aller assez vite. Donc c'est-à-dire assez vite, c'est forcément un tour de majeur, hein, ça on est voilà, dans la majorité de cas, voire 2 tours en révision majeure, et après on passe sur des révisions mineures, à peu près, c'est à peu près ce rythme-là. Mais après, ça peut s'éterniser dans la mesure où les auteurs ne font pas le travail, et on a régulièrement des remarques en disant, ben voilà, je vous avais fait ces remarques au dernier tour, elles n'ont pas été prises en compte, donc je refais un tour avec ces mêmes remarques. Donc je dirais que la balle est plutôt dans le camp des auteurs et de la manière dont ils répondent aux évaluateurs que du côté des évaluateurs, après, on ne souhaite pas, en tant qu'évaluateur, faire des tours pour faire des tours. C'est vraiment, si le travail est fait, vous passez. Après, c'est souvent un peu des petites pistes d'amélioration, des petites choses comme ça, mais la balle est plutôt dans votre camp. Voilà, je serai plus courte hein, sur cette réponse. Thierry? Oui, alors à nouveau, il faut garder à l'esprit que il faut faire la distinction entre les navettes qui ont un objet de fond de l'article et les problèmes de forme. Pour les problèmes purement de fond, les articles sont à chaque fois renvoyés aux évaluateurs et la plupart du temps aux 2 mêmes évaluateurs, sauf cas exceptionnel où on a besoin d'un 3e avis. Et au-delà de 3 tours de navette avec les mêmes évaluateurs, il faut bien comprendre que si un évaluateur vous dit 3 fois de suite de faire quelque chose
que les rédacteurs en chef pensent que c'est très justifié de le faire et vous invitent à le faire, et qu'au bout de 3 fois, vous ne le faites toujours pas, je pense qu'à un moment donné, les évaluateurs vont juste dire, bon, ben, c'est pas la peine d'insister, il ne le fera pas, et puis on arrête là. Moi, personnellement, en un peu plus de 2 ans de rédacteur en chef, je n'ai jamais vu de situation où sur des problèmes de fond, on est allé au-delà de 3 allers-retours. Je pense d'ailleurs que c'est malsain d'aller au-delà. Par contre, il peut y avoir un certain nombre de navettes qui se font, mais cette fois-ci plutôt avec les éditeurs, pour des problèmes de forme, de mise en page, de graphiques qui ne sont pas assez précis, ou problème de lisibilité, ou parce qu'il y a des normes bibliographiques qui ne sont pas respectées. Et là, certains auteurs, ils ont du mal à faire ces corrections, et ça nécessite quelques navettes supplémentaires. J'ajouterais volontiers un petit point, c'est qu'on ne va pas non plus exagérer la pression sur les évaluateurs. C'est-à-dire que, imaginez-vous en train d'évaluer un article, vous évaluez sa première version, comme vous êtes coopérative, vous voulez bien évaluer la deuxième. Éventuellement, vous voulez bien jeter un coup d'œil à la troisième si elle est presque bonne, mais après, ça suffit, on va dire. Hein. Et donc, au bout d'un moment, le risque d'avoir trop d'allers-retours, c'est que vous vous retrouvez dans une situation où c'est toujours pas suffisamment bon pour être publié, même si on n'est pas loin, et où le comité de rédaction serait amené à prendre lui-même des décisions parce qu'il ne voudrait pas solliciter une fois de plus les évaluateurs. Il arrive bien sûr qu'au bout d'un moment, on prenne nos responsabilités et qu'on dise, bon, bah là, c'est bon ou c'est pas bon, on ne va pas réembêter les évaluateurs avec ça, comme pour mes collègues FCS exige une cover letter, hein, c'est-à-dire une lettre d'accompagnement des versions successives où les auteurs répondent précisément à chaque remarque des évaluateurs. Au passage, j'en profite pour dire que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la remarque d'un évaluateur, simplement il faut expliquer que vous n'êtes pas d'accord et dire, bah oui, très bonne suggestion, mais nous on a pris un autre parti, et donc voilà, l'évaluateur il n'a pas forcément passé une semaine entière sur votre papier. Et donc, il y a un dialogue qui va se faire. Le dernier point, c'est qu'évidemment, ce qu'il faut absolument éviter, c'est un auteur qui aurait fait 3 ou 4 tours et au bout du 4e tour, on lui dit bah, finalement non. Normalement, si c'est pas bon, c'est ce que disait très bien Hélène tout à l'heure, on doit pouvoir le dire au bout du 2e tour, on continue un peu ou on arrête, hein, sauf cas exceptionnel. Il y a un cas où on sait pourquoi on est rédacteur en chef. Ça m'est arrivé 2-3 fois dans FCS, c'est quand on vous soumet un article très novateur et que les évaluateurs, même si vous les avez pris par les meilleurs de la discipline, sont mainstream et rejettent l'article. Alors que vous, en tant que rédacteur en chef, vous sentez qu'il y a quelque chose. Et quand les auteurs sont bons, parce que pour proposer un article vraiment original et novateur, il faut être très très bon. Dans les 2 ou 3 cas que j'ai en tête, les auteurs ont joué le jeu. Là, il y a eu 3 tours, mais alors avec un dialogue entre les évaluateurs et les auteurs que j'aurais aimé pouvoir publier, tellement il y avait un niveau de ping-pong extraordinaire. J'ai regretté que les prudences académiques fassent que les évaluateurs n'aient pas souhaité retravailler leur texte d'évaluation pour en faire une contribution, mais ça, c'était vraiment des grands moments pour la revue. Et là, on s'est bagarré, nous, à la rédaction en chef, contre les évaluateurs, momentanément. Hein. Après, ils ont dit, bon, bah, ok, on n'est toujours pas complètement d'accord, mais là, c'est irréprochable, c'est du débat scientifique. Et là, on y va. Le rêve, enfin pour moi en tout cas, d'un rédacteur en chef, c'est d'avoir souvent ce genre de moment. Pour le reste, on est plutôt sur la diffusion d'une assurance qualité de très haut niveau, parce qu'il faut apprendre à écrire les articles. Il faut que les auteurs réalisent qu'on ne comprend pas nécessairement d'où ils parlent. Je reprends une image que Thibaut Dodijo avait utilisée. Il faut choisir les îles de l'archipel avec lesquelles vous voulez dialoguer. Voilà, je vais m'arrêter parce que sinon je vais vous raconter un tas de trucs qui dépassent la question. Mais voilà, on essaie vraiment de limiter ça, à la fois pour la santé des évaluateurs, pour celle des auteurs et un peu aussi pour celle des rédacteurs en chef. Et j'ajouterais juste rapidement, mais dans la lignée de ce qu'a dit Albert, hein, c'est vraiment important si vous voulez limiter le nombre de tours, de faire tout ce qu'on vous demande. Si vous n'êtes pas d'accord, d'y répondre, mais le soin apporté à vos réponses et au dialogue que vous pouvez établir avec vos évaluateurs est extrêmement important. Et parfois, ce qu'on voit, c'est que vous bottez en touche, vous ne répondez pas à la question, vous ne la mettez même pas dans les réponses. Et ça ne plaît pas à un évaluateur. Et c'est ce qui amène à faire des tours et des tours et des tours. Donc voilà, si c'est un conseil pour les auteurs, répondez. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais répondez. Une petite chose qu'on observe aussi, je ne sais pas si mes collègues le vivent, c'est
je conseille aux auteurs d'éviter de faire ce que je vais raconter là. C'est l'évaluateur fait une remarque sur tel paragraphe qui est flou, qui est ci, qui est ça, et l'auteur répond, bon, bah, on l'a enlevé le paragraphe. Vous voyez? Alors, quelques fois, c'est justifié si c'était en trop et si ça diluait la pensée, mais j'ai vu, moi, des auteurs élaguer le papier. Si vous combinez, c'est trop long, et puis il y a telle et telle chose qui ne vont pas, du coup, les auteurs, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, on dit, eh ben, on a enlevé le paragraphe, on a enlevé la phrase. Voilà, c'est un peu facile. Essayez de résister un peu, et puis d'argumenter. Et puis, quelquefois, en revanche, il faut vraiment éliminer ou élaguer. Mais voilà, essayez d'éviter cette facilité, si c'est possible. Oui, il faut affronter le travail de réécriture qui est long, difficile, mais qui est payant. Et éviter également, si je peux rajouter, de répondre au lecteur que les changements demandés ont été faits, mais n'ont en réalité pas été conduits dans l'article, parce que les évaluateurs et les rédacteurs et rédactrices associés vont évidemment faire le travail de relire l'article. Thierry, tu veux? Oui. J'ajoute juste, pardon, un petit conseil aussi aux auteurs, parce que ça m'arrive aussi, bien sûr, parce que moi aussi, je soumets des articles à des revues. Quand on reçoit l'évaluation, on était fier de son papier et que c'est révision majeure, on n'est pas content. D'accord? Je ne parle même pas de rejet. Quand vous rebossez comme des fous votre papier et que la deuxième fois, c'est révision majeure un peu moins embêtante, mais enfin quand même, sur le moment, passez-moi l'expression, où vous avez tendance à dire « Ah, les cons, ils n'ont toujours pas pigé mon article, etc. » Laissez reposer 24 heures. D'accord? Parce que quand on lit les évaluations tout de suite, là, on reçoit le mail et on se précipite dessus, c'est normal. Vous allez voir que le négatif, si c'est révision majeure. D'accord? Donc, voilà. Petit conseil et petit clin d'œil aux auteurs, c'est pas grave. Vous allez vous rendre compte à partir du lendemain, matin ou soir, que finalement, il y avait aussi beaucoup de positifs dans les remarques. On est des revues bienveillantes, plutôt. Ce n'est pas le cas de toutes, ce n'est pas le cas de tous les évaluateurs. Hein. Très honnêtement, il y a quand même des évaluateurs. Bon, on se demande ce qu'ils ont dans la tête quand ils font les réponses qu'ils font, parce que ce n'est pas bienveillant, c'est partial, mais c'est rare. Nous, on les blacklist, hein, comme toutes les revues. Au bout d'un moment, ce n'est pas dans l'esprit. Voilà. Mais voilà, donc les auteurs, tranquilles, vous reprenez tout ça à tête reposée. En général, on vous laisse un délai suffisant. Et puis, vous rediscutez de tout ça avec vos co-auteurs si vous en avez, et ça va bien se passer. Thierry? Et alors, juste parmi la liste des choses à ne pas faire et un comportement qu'on voit se développer chez un certain nombre d'auteurs ces dernières années, c'est de dire « Ah, je ne peux pas faire cette révision parce qu'en fait, ça va à l'encontre de ce qui a été demandé par l'autre évaluateur et donc forcément, je ne le fais pas et débrouillez-vous avec. » Gardez à l'esprit que les évaluateurs reçoivent à la fois l'évaluation de l'autre et les réponses que vous faites aux deux évaluateurs. Donc, ce qui veut dire que si ce que vous racontez là est faux, et qu'en fait, il n'y a pas de contradiction, l'évaluateur va très mal le prendre. Et gardez aussi à l'esprit que les rédacteurs en chef lisent les commentaires des évaluateurs avant de vous les envoyer. Et si eux sentent qu'il y a un conflit et qu'on vous demande de faire deux choses antinomiques, ils vous mettent généralement un courrier supplémentaire dans lequel ils vous disent « Faites en priorité cette question-là parce qu'on pense que c'est ce qui est plus adapté. » Mais ne jouez pas à ce jeu-là. Et en aucun cas, ne répondez de manière agressive à votre évaluateur, ça ne servirait à rien. Pas non plus la peine de lui passer une pommade excessive en lui disant que c'est la question la plus magnifique de l'univers et que vous ne pouvez pas y répondre. Gardez un ton neutre et surtout, soyez fort dans la justification. Voilà, détaillez votre justification. Et plutôt que de faire un copier-coller d'un paragraphe gigantesque, on dit « Ah bah oui, on a répondu à ça, voilà le paragraphe qui est dans l'article », le verra bien dans l'article. Faites plutôt 2-3 phrases très précises sur les modifications que vous avez introduites, pourquoi vous les avez introduites, et puis ensuite l'évaluateur retournera vers son texte. Et un dernier point, sachez également que lorsque vous resoumettez votre article, l'évaluateur reçoit 2 choses, ou 3 choses même, l'article initial, l'article dans sa version finale, que vous venez de resoumettre, mais il reçoit également un document qui est un mélange des deux, où la machine génère automatiquement un PDF avec l'ensemble des modifications qui étaient introduites. Donc ne dites pas, on a fait plein de modifications, et puis on regarde dans le PDF qui a été généré, et puis on voit juste une virgule à un moment donné qui a été changée. Voilà, ça ne passera pas. Ne prenez pas non plus les évaluateurs pour des idiots. Ah, juste pour préciser, dans Management, on n'a pas cette version de suivi des modifs, mais en revanche, ce que les évaluateurs voient, c'est les évals aussi des autres. Hein. Ils voient les évals des autres relecteurs, ils voient la manière dont vous y avez répondu, et après, ils ont la nouvelle version de l'article. Donc, ils sont capables aussi de comprendre pourquoi
vous ne répondez pas complètement, vous n'allez pas complètement dans leur sens parce qu'ils ont la lettre de l'éditeur, les remarques des 3 évaluateurs et vos réponses. Donc c'est quand même assez complet et ça leur permet d'avoir une vision globale de l'article. Parfait. On peut peut-être changer de sujet. On a une question sur plutôt les types d'articles soumis. Mehdi demande à chaque revue quelle place on accorde aux revues de littérature. Hélène? Oui, mais après, on ne raisonne pas trop en termes de quotas. On raisonne plutôt en termes d'intérêt. Donc, si c'est une revue de littérature, on en a publié une là sur le processus de décision. Voilà, si la revue de littérature, elle est pertinente, et c'est toujours pareil, c'est s'il y a une contribution théorique, oui, elle est intéressante. Après, on ne raisonne vraiment pas en termes de quotas, il nous en faut tant par numéro, etc. C'est vraiment sur l'intérêt. Et si ce qu'on ne souhaite pas, c'est une synthèse. Voilà, les synthèses, c'est intéressant, mais c'est la synthèse plus la contribution. Qu'est-ce que vous apportez à ce champ-là? Quelle direction votre revue de littérature permet de proposer à ce champ? Quoi ça peut être fertile, intéressant, etc. Et c'est vraiment ce critère-là qui nous conduira à poursuivre l'aventure avec votre soumission ou à l'arrêter très tôt. Mais on n'a pas de critères de quotas ou de choses comme ça sur oui ou non la revue de littérature. C'est vraiment par rapport aux contributions qu'elles peuvent apporter. Albert? Oui, très brièvement, parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Hélène. Euh, Juste une synthèse, en général, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un commentaire, un apport, une mise en perspective par rapport au management stratégique et ce genre de choses. Tant bien, et la tentation est grande, par exemple, chez certains jeunes chercheurs, de dire tiens, ma revue de littérature de thèse, ça ferait un article. C'est une fausse bonne idée. Sauf si la revue de littérature, ça arrive dans certaines thèses, est déjà polarisée par la question de la thèse. Si c'est déjà une relecture, en quelque sorte, une remise en perspective. Et puis il peut y avoir une exception si vous êtes le premier à faire une revue de littérature sur telle et telle question, pourquoi pas, mais voilà, sinon retenez bien ce qu'a dit Hélène, ça résume très très bien la problématique des synthèses en littérature. Thierry, tu veux ajouter un mot? En accord complet avec ce qui vient d'être dit, il faut qu'à la fin, il y ait quelque chose de plus, un schéma intégrateur, des propositions, une clé de lecture qui soit vraiment particulière. Et c'est vrai qu'il existe des revues de littérature qui sont sur le même thématique ou sur le même objet, mais avec des entrées totalement différentes et qui sont des articles à part et qui sont intéressants. Donc, à nouveau, chez nous, il n'y a pas de quota. Ça peut être de l'empirique, ça peut être du cas, ça peut être des revues de littérature. Il faut juste que ce soit pertinent, que ça apporte quelque chose. Il faut qu'il y ait voilà, qu'il y ait un apport scientifique. Alors, une question de Camille, qui est très liée à la discussion sur l'anti-plagiat qu'on a eue tout à l'heure. Est-ce que chaque revue pourrait préciser sa position vis-à-vis des versions antérieures d'un article soumis, et alors au sens de versions présentées dans des conférences et qui apparaissent dans les actes? Et c'est vrai que ça, c'est la politique des revues peut varier. Thierry? Alors, nous, on a le processus suivant, c'est qu'avant de l'envoyer chez des évaluateurs, nous testons pour du plagiat et si nous trouvons l'article en ligne ou non. Et la plupart du temps, ce qu'on demande, c'est que si l'article existe en ligne, ne serait-ce que dans les actes, on demande à l'auteur de faire retirer cet article. Pour une raison toute bête, c'est que ce n'est pas la même chose d'envoyer un article à 2 évaluateurs de manière anonyme ou de dire c'est tel auteur. Et moi, je tiens beaucoup à cette notion de double anonymat. Et c'est pour ça qu'on demande cette chose-là. Donc en général, ne mettez pas vos papiers en ligne. Alors je sais que dans un certain nombre de laboratoires, il y a encore une grosse tradition de faire des working papers. Euh, je pense que c'est une fausse bonne idée qu'aujourd'hui, il faut attendre que l'article soit accepté. Après, vous pourrez le mettre en ligne sous d'autres formats, des versions précédentes si vous le souhaitez. Mais tant que l'article n'est pas accepté par une revue, ne le diffusez pas de cette manière-là. Albert? Euh, un peu pareil pour FCS, mais après, est-ce qu'on a les moyens d'obtenir ce qui est demandé là? Et puis par ailleurs, on pourrait avoir une discussion un peu provocante peut-être sur le double aveugle. Au fond, si la communauté est bienveillante, il y a d'autres sociétés savantes, notamment en recherche opérationnelle, en statistique, qui ne pratiquent pas le double aveugle. On sait qui a écrit l'article. Après, le fait de savoir qui évalue, c'est peut-être autre chose. C'est un autre débat. Mais enfin, oui, c'est vrai qu'il arrive qu'on fasse une recherche et qu'on trouve qui a écrit l'article. Je dois dire moi-même que ça m'a tenté en tant qu'évaluateur, voulant vraiment comprendre d'où venaient les personnes qui écrivaient. Ça m'aurait drôlement aidé de savoir qui c'était, vous voyez, d'une certaine façon.
voilà, donc ça, c'est un débat plus large qu'on ne va pas avoir maintenant. Mais voilà, en théorie, si vous soumettez un papier, il ne faut pas qu'il soit trop consultable facilement sur un site de conférence. Ça veut dire qu'il faut que les sociétés savantes qui mettent les actes des conférences en ligne puissent assez facilement, techniquement, retirer l'article. Et ça pose un problème parce que normalement, beaucoup des articles soumis à une conférence sont ensuite soumis à des revues. Donc, il y a une vraie discussion à avoir là-dessus au sein des instances des sociétés savantes pour savoir si les actes sont mis à disposition tout de suite ou avec un délai, par exemple. Hein, c'est des choses qu'on pourrait discuter. Après, sur le pur plagiat, on a des logiciels anti-plagiat. Je vous cite quand même une anecdote sur le plagiat, enfin deux, très rapidement. La première, c'est que le plagiat dans la même langue, c'est assez facile à trouver. Le plagiat avec une traduction, c'est plus compliqué. Il nous est arrivé il y a quelques années d'avoir un article soumis à FCS et heureusement, l'évaluateur qu'on a sollicité avait déjà évalué un article en anglais d'où étaient copiés-collés certains paragraphes. Et donc, il a reconnu dans une autre langue. Mais ça, chapeau à l'évaluateur, je veux dire. Donc, on n'arrive pas à filtrer 100% des plagiats, mais d'un autre côté, ce qu'on dit, en particulier aux jeunes collègues et aux doctorants, c'est franchement, mais citez vos sources et puis vous amusez pas à ça parce que ça vous ruine une carrière. Vous avez une réputation de quelqu'un qui a plagié. Franchement, c'est pas une bonne façon de commencer ni même de continuer sa carrière. L'autre anecdote, c'est des situations un peu délicates de certaine façon où vous avez des ruptures de collaboration entre auteurs qui étaient sur un papier, chacun des deux tentant sa chance sur une version un peu différente de l'article, et chacun des deux accusant l'autre de plagiat, si par hasard les deux revues différentes auxquelles les deux versions de l'article ont été soumises ne se sont pas concertées ou n'ont pas sollicité les mêmes évaluateurs. Là encore, il y a une justice. Ça nous est arrivé, nous, avec nos collègues de CCA, d'avoir ce cas-là. Et comme on se connaît bien et que par ailleurs les évaluateurs compétents sur certains domaines particuliers ne sont pas si nombreux, il s'est trouvé que les deux revues ont sollicité le même évaluateur sur les deux versions un peu différentes du papier. Alors, c'est très exotique comme situation, c'est rare, mais je peux vous dire qu'en comité de rédaction, quand on est confronté à cette situation et que, par exemple, l'un des auteurs accusés de plagiat par l'autre vous envoie à l'époque un CD-ROM avec l'intégralité des échanges de mails avec son ex-collègue pour prouver que lui était de bonne foi, c'est chaud, quoi. C'est intéressant, mais vous avez l'impression d'être un peu aussi au tribunal d'instance en train d'essayer de démêler le vrai du faux et de calmer aussi les passions, parce qu'évidemment, c'est relativement, c'est relativement rare, mais enfin, il faut gérer. Donc, ça arrive. Hélène? Oui, juste pour revenir effectivement sur cette question, dans le cas de management, à partir du moment où votre article est envoyé en révision auprès des évaluateurs, il est automatiquement soumis à un logiciel anti-plagiat. Et si les taux ne sont pas bons, de toute façon, c'est aussi un motif de rejet. Par ailleurs, sur les actes de communication, on n'a pas de politique si stricte, si définie. En revanche, le conseil que je peux vous donner, c'est retravailler vos communications avant de les soumettre. Même si vous avez l'impression que c'est top, et puis là, vous avez envie, après la conférence, de les envoyer. Alors, premièrement, on sera ravis d'avoir vos soumissions, donc n'hésitez pas à soumettre à management. Mais vous aurez eu des remarques pendant la conférence, vous aurez eu des remarques par les évaluateurs auparavant, etc. Donc, prenez le temps d'en tenir compte, de les intégrer, de retravailler, parce qu'il y a toujours un potentiel d'amélioration et ça vous permettra d'augmenter vos chances de publication. Donc prenez le temps pour ça. Après, on ne demande pas de retirer les actes. En revanche, on demande à ce que les auteurs ne soient pas clairement identifiés. Mais aujourd'hui, ça devient difficile de ne pas vous identifier. Mais après, on fait aussi, quoi, voilà, c'est aussi un contrat de confiance que l'on peut avoir entre les auteurs et les relecteurs. Un petit conseil au passage, on a une vie de chercheur qui est aussi une vie de laboratoire, si tout va bien. Et donc, dans votre propre laboratoire, ou peut-être dans votre réseau de co-auteurs, mais au-delà, puisque ce que je vais vous suggérer, c'est une fois que vous avez communiqué à la conférence et que vous vous dites, tiens, je vais soumettre l'article à une revue, essayez de le faire marteler en interne dans votre équipe. Dans mon équipe de recherche, chez MLab, par exemple, on fait ça très régulièrement, et beaucoup font ça, des séances qu'on peut appeler martelage, boxing, ou appelons ça comme on veut,
où on arrive avec l'article et puis vous avez 5, 10, 12, 15, 20 collègues qui vont avoir regardé ça et vont vous faire des remarques pour améliorer. Et ça va vous aider parce qu'on est forcément un peu trop fixé et même un peu indulgent sur ses propres écrits. C'est normal, on a beaucoup travaillé, on trouve que c'est super et on ne voit pas ce qui pourrait être amélioré sur le moment. Et donc, un regard extérieur complémentaire entre le vôtre et celui des évaluateurs va beaucoup vous aider à défixer d'un certain nombre de choses et à faire progresser votre article. Ça va vous faire clarifier vos intentions, ça va vous faire écrire mieux les lettres d'accompagnement de l'article pour dire, bah voilà, dans cet article, on aimerait faire ça, ça ou ça. Et certaines très grandes revues d'ailleurs l'imposent quand vous soumettez à, je ne sais pas pour management, mais en tout cas, si vous soumettez à certaines revues classées 1 dans les classements internationaux, si vous ne faites pas une lettre d'accompagnement très détaillée pour préciser votre intention, et je peux vous dire que ce n'est pas un paragraphe, hein, c'est 2, 3, 4 pages, ils ne regardent même pas. Voilà, donc tout ce qui peut vous aider à prendre du recul et à mieux expliquer vos intentions, et ensuite à avoir un article mieux équilibré, mieux justifié, etc., c'est très très bon parce que vous risquez de gagner un tour Merci Albert. c'est soumis à la revue. Merci. Thierry, tu voulais dire un mot? Oui, juste parmi les comportements déviants, c'est pas du plagiat, mais qu'on voit apparaître ou se multiplier, c'est qu'entre les différents tours d'évaluation, quand on sent que l'article commence à avoir une certaine maturité, il nous est arrivé que les auteurs nous disent « Ah oui, mais on voudrait rajouter un autre auteur en plus ou encore un autre en plus. » Donc l'attelage des auteurs augmente. En général, c'est quelque chose qu'on voit d'une manière très négative. Il faut vraiment être capable de le justifier parce que c'est un auteur qui a une compétence absolument particulière, que nous vérifierons d'ailleurs, et qui a apporté quelque chose de réellement en plus. Donc l'article doit avoir évolué, mais vraiment en profondeur, pour justifier qu'on accepte qu'un auteur se rajoute. Donc avant de soumettre, soyez bien d'accord sur l'équipe des auteurs. Il y a plein de raisons négatives très, très discutables qui font que soudainement on a envie de rajouter un copain comme auteur pour plein de raisons. Et ça, en général, ça se termine en rejet plutôt qu'en manière d'accepter. Merci Thierry. Alors on arrive bientôt à la fin de la session. Vous pourrez peut-être conclure en répondant à la question de Yovin. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez donner quelques recommandations et conseils vraiment brièvement pour les doctorantes et doctorants et jeunes chercheuses et jeunes chercheurs? Thierry? Alors, je vais me lancer. Alors, Albert a souligné que certaines revues demandaient des lettres d'accompagnement lors de la première soumission. Alors, Innovation ne le demande pas. Par contre, dans le cas des doctorants, je suggère de le faire, tout simplement pour préciser leur statut de doctorant. On n'est pas censé savoir qu'ils sont doctorants à la base, hein, c'est un enseignant-chercheur comme un autre. Et alors, le fait de nous dire qu'il est doctorant ne changera rien au taux d'acceptation, oui ou non. Mais par contre, nous, on fait souvent l'effort, quand on sait que c'est des doctorants, d'avoir non pas 2, mais 3 rapporteurs. Et généralement, les rédacteurs en chef, dans ce cas-là, rajoutent également un texte, parce qu'on sait que certains rapporteurs font des très bonnes évaluations, mais qui sont assez directs dans la manière de pointer les problèmes. Et je pense que la moindre des choses, c'est d'essayer d'accompagner les doctorants pour qu'ils soient capables de comprendre pourquoi on leur a fait telle remarque et de les aider à s'améliorer. Donc ça, c'est sur le courrier d'accompagnement. L'autre point, c'est quand on est doctorant, mais c'est jamais ne soumettre un article si vous n'avez pas des collègues ou votre directeur de thèse ou des proches qui ont relu l'article. Et il y a un point très simple. Moi, j'ai toujours l'impression quand je termine un article que voilà, c'est la dernière lecture, il est fantastique. Dites-vous, donnez-vous 24 heures en plus pour une soumission, dire je vais le relire le lendemain matin. C'est un vrai plus si on trouve toujours des petites coquilles. Et il n'y a rien de pire en fait que de soumettre un article et au moment où on l'a soumis, on se rend compte que voilà, il y a des coquilles gigantesques qui arrivent à ce moment-là. Et ces bêtes erreurs de forme vont avoir également un impact sur la manière dont l'évaluateur va lire votre article. Hélène? Oui, alors des conseils additionnels, hein, parce que je souscris tout à fait à ceux de Thierry. Moi, j'en aurais deux pour les doctorants. Le premier, ne condensez pas votre thèse en un article. Vous voulez parfois tout mettre parce que vous avez plein de choses à dire et vous avez l'impression que ça va dénaturer votre propos. Faites des choix. Faites des choix. Alors après, voilà, il faut découper votre thèse. Il faut essayer de trouver un message par article. C'est comme Stéphane Plaza pour les maisons. C'est une pièce, une fonction. Là, il faut... Non, je plaisante, mais c'est un peu cette idée-là. Et je comprends, des fois, c'est frustrant parce que vous voulez dire plein de choses et vous avez un matériau qui est très riche. Découper, saucissonner, mais sans
en gardant quand même toujours du contenu, hein. C'est pas pour faire des papiers pour des papiers. Mais voilà, s'il n'y a pas tout dans la thèse, c'est quoi, si vous ne pouvez pas faire de votre thèse un seul article, ce n'est pas possible. Donc faites des choix et des choix cohérents et pertinents et discutez-en. Et l'autre petit conseil que j'aurais, c'est vous faites votre article et souvent ce qu'on s'aperçoit, c'est un décalage entre le début et la fin. Et souvent la fin est meilleure. Vous arrivez à la fin avec votre idée générale et la bonne idée. Et j'aurais tendance à vous dire de prendre vos paragraphes de la fin, du début, de la conclusion, du début de la discussion, où vous savez vraiment ce que vous voulez montrer, pour le rebasculer en intro et refaire toute la cohérence du papier. Donc là, vous me détestez parce que ça fait un travail supplémentaire. Et je vous assure que souvent, à la fin, vous êtes arrivé à ce qui vous intéresse et à ce que vous trouvez pertinent. Et bien, quelque part, c'est votre point de départ. Et donc, il faut recommencer de ce point de départ-là pour refaire toute la cohérence du papier. Voilà, ça serait deux petites choses en plus. Merci Hélène. Albert? Quelques conseils rapides. Lisez les articles de la revue dans laquelle vous soumettez votre papier quand même. Quelquefois, on se dit, mais c'est pas possible, la personne, là, elle a envoyé au hasard à 5 revues, je sais pas. Alors, n'envoyez pas à 5 revues le même article, hein, au passage. Une seule revue à la fois. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Donc, lisez les articles de la revue dans lequel vous voulez soumettre. Deuxièmement, moi, c'est pas Stéphane Plaza, c'est James Brown. James Brown disait, si vous avez une deuxième idée, gardez-la pour une deuxième chanson. Chacun ses références. Et il nous arrive, y compris à moi, pourtant je ne suis pas au début de ma carrière, de faire un article trop ambitieux où au bout d'un moment, les collègues me disent, mais Albert, il y a 2 papiers dans ton papier. D'accord, et effectivement, on peut découper. Et puis, je rejoins Hélène, d'une autre façon, mais c'est le conseiller voisin, écrivez l'introduction en dernier. C'est quand vous êtes arrivé au bout du chemin que vous savez le mieux expliquer où vous allez. Alors, évidemment, dernière remarque très rapide, ça dépend un peu de l'article. Si vous avez, par exemple, une enquête Kaliou-Kanti avec un protocole et puis des conclusions très collées à vos données et des références à des théories, et puis vous avez un papier très, très bordé en quelque sorte, versus un papier où vous avez une discussion théorique, où vous allez, par exemple, discuter les mouvements strategy edge practice en comparaison avec les mouvements sur la conversation stratégique, et vous allez regarder un petit peu comment ça se parle, tout ça. Ben, ce n'est pas le même papier, hein, ce n'est pas la même façon de le border, ce n'est pas la même façon non plus d'expliquer. Et vous êtes tenté de nous expliquer comment vous êtes arrivé à penser ce que vous pensez. C'est toujours passionnant d'avoir le parcours intellectuel, mais quelquefois, pédagogiquement, pour l'article, il faut réordonner ça un petit peu autrement. Voilà, donc lisez les articles de la revue, ne faites pas 3 articles en un, et puis écrivez l'intro en dernier, et je souscris à ce que disait Hélène sur finalement la clarté du fil conducteur. C'est ça aussi qui va emporter l'adhésion des évaluateurs et des rédacteurs en chef. Parfait, merci beaucoup. On va conclure là-dessus. Vous avez été près de 120 à nous écouter, donc merci beaucoup. J'espère que vous avez trouvé cette session intéressante, utile. Nous sommes tous disponibles sur le chat de la plateforme. Je sais qu'Hélène et Albert étaient souvent à la buvette, donc n'hésitez pas à nous solliciter pendant la conférence pour toutes les questions que vous avez à poser. Merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci, bravo. Et on attend vos belles soumissions. Et on attend les soumissions. Bon travail. Au revoir. Au revoir.